Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours fidèle à votre programme préféré. Bonjour d'Algérie, c'est déjà le dernier jour du mois de janvier, dernier jour de la semaine et dernier jour du mois de janvier. J'espère que vous allez passer une bonne journée, en tout cas parmi nous et parmi tous nos invités qu'on aura choisis pour vous ce matin. Nous allons parler des zones humides avec notre invité. Il est président de l'association El Warda. Il s'est toujours soucié de l'environnement et bien entendu, il organise toujours des sorties pédagogiques pour les jeunes et les enfants pour plus les sensibiliser. Nous allons parler également avec lui donc de zones humides et justement évoquer cette sortie qu'il va initier. On en parlera tout à l'heure. Nous parlerons également de l'eau et surtout de la potabilité de l'eau potable, bien sûr, de vos robinets, bien entendu. On parlera également de la perte physique des eaux non facturées, l'assainissement. Nous allons en parler avec bien sûr des représentants de CEAL qui seront sur notre plateau tout à l'heure en détail. Emir Nebej sera notre invité également aujourd'hui pour nous parler de son émission de ce soir, ciné thématique qui sera consacrée à Bouguermouh, bien sûr un grand réalisateur algérien. Il viendra nous parler de son parcours et surtout le film qu'il aura choisi pour son émission ce soir. Et puis Lilia Benasser dans l'agenda culturel, elle nous donnera les grandes lignes de l'agenda et surtout les grandes lignes de la semaine culturelle ici à Alger et ailleurs, bien entendu. Et puis elle recevra un groupe de musique, le groupe Iwel, qui se produira ce soir au niveau de l'Opéra d'Alger à partir de 19h. Ne ratez pas donc ce moment pour découvrir avec nous ce groupe et faire connaissance avec leur musique. La musique Chewi, cette fois-ci, elle sera à l'honneur. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier et en tout cas restez avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à 9h30. Tout de suite, c'est la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Tout le monde attend Mina. Eh bien oui, c'est Mina. Mina Abed qui est là. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Vous avez pris votre café? Pas encore. Pas encore, juste après. J'attends. Vous êtes quand même en forme, ça va? Bizarrement. Pas d'impact? Oui, oui. Vous êtes bien Ça réveillé? Le temps va bien, il pleut pas, il n'y a pas trop de vent. Non. Ça va. C'est un petit peu frais. Ouais. J'avais senti un petit peu que les températures s'étaient un petit peu adoucies. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Je ferai une bonne météorologue finalement. Excellente. Allez, je vous écoute. On vous laisse bien sûr présenter la météo. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, eh bien ça va se calmer un petit peu. On entrera à quelques passages nuageux, des éclaircies. Sur la partie est, un ciel toujours nuageux. Sur le centre et l'ouest avec quelques pluies éparses en journée. On notera toujours des vents de nord-ouest de 40 à 50 km. Sur les côtes de l'ouest et sur la partie le ciel reste un passage en montagne. Sur la Saoura, le Nord Sahara et les oasis, on aura un ciel dégagé vers l'extrême sud, le Sahara central, le Gard et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord jusqu'à 18 degrés à Alger, 18 également à Oran, 17 degrés à Annaba, 15 degrés à Sétif, on notera un minimum de 9 degrés à Batna, 19 à Gardaya, 20 degrés à Béchar, 25 degrés à Tindouf, 28 à Adrar, 27 à Ain Salah et enfin 30 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on notera un ciel plutôt couvert avec des averses assez marquées à Paris, Marseille, Bordeaux, Lisbonne, ainsi qu'à Rome, de la neige, à Londres, ainsi qu'à Berne, quelques passages nuageux à Berlin, Prague, Varsovie. Côté Mercure, on notera 10 degrés à Marseille, 5 degrés à Paris, 4 degrés à Dublin ainsi qu'à Londres, 13 à Bordeaux, 11 à Madrid, 2 degrés à Berne, Berlin, Prague, 4 à Budapest et enfin 13 degrés à Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Mina. Merci à vous. Donc, profitez de votre week-end. Je vais essayer. Allez donc du côté des neiges, bien sûr, Tikjda, Shreya, pourquoi pas. Oui, franchement, C'est l'occasion aussi à tous ceux qui sont en week-end donc d'aller profiter. Il y a un très beau manteau neigeux. Ah oui, je confirme. Allez-y, voilà. profitez. Merci, à la semaine prochaine, Mina. À la semaine prochaine. Bon week-end. Merci. Eh bien, on vous invite à apprécier ces rythmes tout de suite avec une belle reprise de Anis Bourahla qui chante Tafla Andalusia.
Des rythmes de bon matin, j'espère que ça vous a bien réveillé et ça vous a mis en appétit, en tout cas pour suivre l'émission du début jusqu'à la fin. Notre premier invité, je vous l'ai annoncé en sommaire, nous allons parler des zones humides. Nous nous apprêtons à fêter la journée mondiale donc, des zones humides et surtout comment protéger ces zones humides qui sont donc très importantes pour l'écosystème de notre planète. Nous allons présenter notre invité Mehdi Cherif Kaïd Youssef. Kaïd Youssef, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. C'est le mieux qu'on a toujours plaisir de vous recevoir parce qu'on sait que vous êtes très actif sur le terrain. Même pour moi, c'est un plaisir d'être parmi vous. C'est le mieux. Alors vous êtes le président de l'association Louarda et secrétaire général de l'association Twiza Alger. Oui. Voilà. Donc, l'association Louarda, elle représente une association de parents d'élèves. L'école, elle est installée à Tilimni. Et l'association Twiza, elle est très connue. C'est parmi les anciennes associations à Alger depuis 1993. Et nous activons dans le domaine associatif, volontariat, sensibilisation, protection de l'environnement. Et vous êtes très actif sur le terrain. Vous étiez venu plusieurs fois pour sensibiliser, alarmer, informer beaucoup plus. Et vous avez même participé à la COP 22, c'est cela? Vous étiez parti parmi bon nombre d'intervenants et acteurs de notre planète, soucieux de notre environnement. Déjà, d'être acteur de la société civile, c'est un honneur pour moi. Et aussi d'être acteur de la société civile au niveau international, c'est d'être ambassadeur de l'Algérie. Et représenter l'image de l'Algérie, c'est très important à l'international. Donc, on a participé à la COP 22 et à d'autres événements au niveau international. C'est pour présenter tout ce qui est risque par rapport à l'environnement, la place de l'Algérie, parce que l'Algérie, elle est considérée comme le plus grand pays au monde dans l'Afrique et au monde arabe. Donc aussi par rapport aux risques climatiques, parce que l'Algérie, elle est touchée par les risques climatiques, et exposer, échanger nos expériences par rapport tout ce qui est événement, tout ce qui est recherche aussi technique, pourquoi pas, pour améliorer et sensibiliser l'ensemble des acteurs. Voilà, et surtout parler bien sûr des dangers et des risques pour notre planète et pour nous aussi, notre pays, puisque hier justement nous recevions un chercheur en médecine qui nous avait alerté, qui nous a alerté justement au risque du cancer à cause de la pollution qui est donc bien sûr, très forte ici en Algérie. Surtout nous vivons dans la capitale, la pollution de l'air. Et je suis sûr qu'avec l'expert, vous avez parlé de tout ce qui est cancer, gaz d'échappement qui sont vraiment et maintenant même néfastes pour la santé. Et on espère utiliser tout ce qui est transport qui donne pas d'émissions. Par rapport, pourquoi pas, l'amélioration du trafic du métro aussi. Donc, les transports propres. Les transports propres, on a participé avec la PC d'Alger pour la journée sans voiture. Vous avez remarqué, quand il n'y a pas de voiture, Alger, elle est propre, elle est saine, et l'air, elle est plus sain. Plus respirable, surtout. Alors, quand on sait que donc, les enfants aussi qui sont très jeunes, ils sont au niveau même donc, de l'émission de ces gaz, justement, des pots d'échappement, c'est dangereux. C'est très dangereux, on remarque surtout pour les petits enfants, des maladies comme l'asthme, à très jeune âge, on trouve des enfants problèmes respiratoires, fatigués, avec des maux de tête. Un enfant qui a 5 ans, 6 ans, avec des maux de tête la matinée pour aller à l'école. À l'école déjà. Déjà ça. Mais on a remarqué quand on fait des visites dans des aires où il n'y a pas de pollution, comme Tikjda, comme des aires protégées, l'enfant vraiment découvre et il est vraiment épanoui sur tous les plans et surtout sur le plan santé. Bien sûr, il fait un plein d'oxygène pur et sain. Alors, on va parler de cette sortie justement pédagogique que vous allez organiser ce samedi. Ça sera donc au lac de Regaïa. Oui, justement, à l'occasion de chaque journée, il y aura la journée mondiale des zones humides, donc qui sera le 2 février. Donc, on a organisé une sortie pédagogique avec l'ensemble des enfants. Il y aura plus de 500 enfants et 5 écoles au niveau du lac de Regaïa. Donc, ces photos, c'est les photos de la
l'année dernière. Donc, on est toujours dans l'action. Le but de ces sorties, c'est d'avoir en même temps sortie pédagogique, d'avoir aussi une sensibilisation pour l'enfant. L'enfant, il est impatient de découvrir. Et tout le temps, vraiment, c'est une découverte pour l'enfant. Oui. Et il est impatient de découvrir, de sortir. Il va apprendre. Oui, et c'est des informations qui vont lui rester parce qu'il les a appris en groupe. Donc, un groupe d'enfants, ils sont plusieurs. Il y a donc l'instructeur, il y a celui qui les a accompagnés pour pouvoir emmagasiner un maximum d'informations. Bien sûr, il y a aussi les gens du centre aussi qui nous aident. Il y a des ateliers de formation, de sensibilisation. Oui. Il y a aussi des ateliers sur place par rapport au recyclage, parce que nous, on insiste au niveau des écoles que l'enfant participe au recyclage aussi. Oui. Et même l'utilisation des plastiques à usage unique. On essaie d'éviter l'utilisation de plastique, tout ce qui est gobelet à usage unique. Et pourquoi pas recycler le plastique existant dans des œuvres d'art. Ah, pourquoi pas. Oui. On a vu donc des artistes faire de la récupération et en faire bien sûr des objets magnifiques. Alors ces sorties, donc, ce sont des exemples parce que vous faites à chaque fois des thématiques. On vous a vu aussi lors de dates anniversaires journée de l'environnement. Voilà, journée de l'environnement. Vous avez fait des sorties au musée du Moudjahid par exemple. Vous avez sensibilisé les enfants un petit peu à notre histoire. Bien sûr, parce que l'enfant a besoin, par rapport à tout ce qui est programme scolaire et tout, un accompagnement pédagogique. Oui. Comment il se fait l'accompagnement pédagogique? Par des sorties. L'enfant, quand il apprend par rapport à un livre, ça reste toujours une récitation, ça reste toujours dans l'apprentissage. Par contre, quand il va sortir, il découvre, ça va jamais, ça va rester ancré dans sa mémoire à vie. C'est clair. Et nous, on essaye par rapport à ces visites, c'est d'investir dans ces jeunes enfants et pour donner le citoyen... Alors là, c'est un petit peu inversé. Oui. Mais on vous tournez la tête, vous allez tout comprendre. Ce sont donc des objets faits donc, à base d'objets de récupération. De plastique, de récupération, même des objets au niveau de leur classe, au quotidien. C'est comme vous voyez, avec des bouchons, on peut faire des arbres, on peut faire des fleurs et même on peut faire des tableaux. Aussi, les enfants, par la suite, donnent l'exemple à leurs parents. Bien sûr. Et ça sera des citoyens de demain qui vont respecter l'environnement et qui vont respecter leur pays et qui vont tout faire pour garder l'Algérie belle. Bien sûr. Alors, on va parler justement de cette journée et surtout des zones humides, l'utilité d'une zone humide. Nous avons la chance d'avoir plusieurs zones humides. Oui. Ce sont donc des lieux de passage surtout d'oiseaux migrateurs et c'est très indispensable pour un écosystème. Oui, pour revenir aux zones humides, les zones humides, c'est des zones déjà protégées par la Convention de Ramsar. Et aussi, les zones humides, c'est un écosystème. Un écosystème, c'est quoi? Un écosystème, il va donner aussi la vie à la biodiversité. C'est une station pour les oiseaux migrateurs. Donc, par la suite, c'est un filtre aussi, parce que tout ce qui est zone humide représente une station d'épuration naturelle pour l'eau. Et même par rapport à la zone humide, elle représente comme si le fonctionnement d'une éponge. Elle absorbe l'eau dans les crues et par la suite, elle redonne l'eau dans des zones plus sèches. On a vu donc des bassins qui ont été des bassins artificiels et des zones humides artificielles auxquelles on a ajouté par exemple cet apport naturel pour pouvoir filtrer l'eau. Donc c'est un filtre naturel comme vous le disiez. C'est un filtre naturel et aussi on donne de la biodiversité pour la zone et ça va créer un écosystème. Un écosystème, ça va donner de l'humidité, ça va créer aussi un écosystème on va diminuer la température de la zone et aussi on va donner une vie pour d'autres animaux au niveau de cette zone. Une faune et une flore très importantes, bien développées. Mais ça reste des zones fragiles. Pourquoi ça reste des zones fragiles? Parce qu'il y a le risque de la pollution qui existe. On a remarqué même au niveau du lac de Raya, quand il y a
pas de pluie, il n'y a pas de crue, il y a le risque de pollution par rapport à tout ce qui est déversation des sites industriels et tout. Donc, oui, parce que c'est une zone quand même urbaine. Oui. Et normalement, on n'aurait pas dû construire aux alentours. Hein. Il aurait fallu que cette zone reste quand même une zone assez éloignée donc de l'urbanisation. Et en plus de ça, on n'a pas le choix comme c'est à la capitale. C'est ça. Donc, il y a une station d'épuration, mais ça ne suffit pas. Donc, nous, on essaie de sensibiliser, d'être là et même d'éviter les branchements illicites. Tout à l'heure, il y aura les gens de CEAL. Donc, sensibilisation par rapport aux branchements illicites. Il y a un risque énorme pour la pollution. Vous avez remarqué l'été dernier le risque santé par rapport aux moustiques, même aux maladies, choléra. Oui. Donc, c'est dû à l'humain. Tout ce qui est pas oublier parce pollution. Que cette zone humide, c'est une zone quand même d'une rétention peut-être d'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui est retenue. C'est une terre qui est gorgée d'eau. Il y a une rétention, mais elle ne peut pas filtrer l'ensemble des polluants. Il y a des polluants industriels qui ne peuvent pas être filtrés. C'est ça le problème, naturellement. Donc, c'est des zones très importantes pour l'environnement et par la suite, qui sont très fragiles par rapport à la pollution. Alors, il faut tirer quand même la sonnette d'alarme pour le lac de Reghaïa parce qu'il est fragile. Il y a eu donc des dégradations tout autour. Il faut faire très attention. Oui, heureusement, il y a un plan de réaménagement du lac de Reghaïa. Il y a eu la station d'épuration qui joue un rôle très important en amont du lac de Reghaïa. Et maintenant, on remarque que l'eau s'améliore au niveau de lac de Reghaïa. D'accord. Et bien entendu, ça lui aussi, les écologistes sont très contents puisque c'est donc un couloir de passage pour les oiseaux migrateurs qui viennent de partout pour pouvoir s'abreuver et surtout faire des nidifications ici en Algérie pour pouvoir repartir ensuite. En fin de compte, on peut les citer comme c'est des sites d'escale pour les oiseaux. C'est ça, des escales. Et si on enlève, on saccage ces sites, il n'y aura plus de sites, il n'y aura plus d'oiseaux. Donc l'Algérie joue un rôle même par rapport aux zones humides pour la préservation des oiseaux migrateurs. Parce qu'on est un couloir par rapport à l'Afrique pour les oiseaux migrateurs. On a des espèces extraordinaires. D'ailleurs, on voit à l'approche de l'automne, bien sûr, à l'approche de l'hiver, ces oiseaux qui font des danses et des ballets magnifiques dans le ciel. C'est des passages de couloirs extraordinaires. Et aussi, on peut préserver par la suite et donner de l'importance aux zones humides, même au niveau du sud, même au niveau des hauts plateaux. Il y a Naama aussi, le lac de Naama qui est très important. Donc c'est des sites en même temps très importants pour l'environnement, très importants pour les oiseaux migrateurs, très importants pour l'homme, parce que au-delà de la richesse de l'eau, des ressources en eau, le rôle des zones humides, elle stocke le carbone. Le carbone par rapport aux émissions. Et elle stocke 30% du carbone au niveau mondial. Et bien entendu, nous avons aussi de très très belles régions où il y a ce lac magnifique, le lac Tonga. Voilà, et bien d'autres lacs. Vous pouvez les citer d'ailleurs, on en a combien? Pratiquement, il y a une centaine de lacs déjà protégés. Et quand on dit protégé, c'est naturellement protégé par la Convention de Ramsar. Parce que quand on dit site zone humide, il y a plusieurs sites. Il y a site naturel, il y a site artificiel. Bien sûr. Il y a les retenues d'eau, il y a aussi les barrages. Maintenant, on peut même considérer les barrages comme zone humide. Bien sûr. C'est en fait une retenue d'eau. Une retenue d'eau, que ce soit artificielle ou naturelle, c'est quand même très important pour l'écosystème. Voilà, qui crée un écosystème qui améliore et atténue tout ce qui est température élevée et aussi qui donne une biodiversité pour la région. Voilà, et bien entendu, aussi un centre d'études pour les étudiants. Oui, c'est le cas du centre Le lac Obeira et le lac Tonga, ça a toujours été donc, des zones très fréquentées par les étudiants. Donc on insiste pour la sortie de samedi, que les enfants participent pour la découverte et d'être sensibles aux zones humides et aussi tenir un ordre, c'est la protection de l'environnement, le respect de la zone humide
et la préserver pour les générations à venir. On va voir l'affiche puisque vous nous avez ramené l'affiche de l'événement. Ça va se dérouler donc samedi, vous l'avez dit. Ça commence à 9 h. Alors, qui sont ces heureux chanceux? Oui, il y aura plusieurs écoles. Il y a l'école de Ouarda, il y a l'école de Salambi, il y a 3 écoles aussi de l'Algérois. Et pratiquement, on aura 500 enfants sur le site de Raya. Ce sera des enfants qui seront encadrés par les cadres et les experts de l'association Twiza et l'association Ouarda. Il y aura des enseignants avec nous. Et il y aura même les gens des forêts. Il y aura les responsables du centre de Raya. Donc, ça sera une visite du site d'abord, avec des ateliers de recyclage sur place, des ateliers de sensibilisation, et par la suite, on fera un atelier dessin pour enfants à la fin de journée. Comme ça, on comprendra si finalement, et on verra si finalement ils ont tout compris de leur sortie pédagogique. De leur sortie. Et je vais vous dire sincèrement que chaque sortie avec les enfants, c'est un plaisir, c'est une découverte pour les enfants, et ça restera gravé dans leur mémoire pour le vie. Voilà, et c'est un enrichissement pour vous d'ailleurs, parce que on apprend toujours, même avec les plus petits. Enfants. Oui. Voilà, et bien en tout cas, bonne journée. Merci. Parce que ça sera toute la journée, ça commencera à 9 h. Ça commencera à 9 h et ça va se terminer en fin de journée à partir de 16 h. Voilà, en tout cas, j'espère qu'il va faire beau. J'espère, même si il va pleuvoir, on va se débrouiller, ça fait partie du cadre de la nature aussi. Exactement. Oui. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous. Qaït Youssef. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Ouarda et secrétaire général de l'association Twiza Alger. Bon courage pour cette sortie. Merci. Et puis bonne chance pour l'apprentissage des enfants. Merci. Voilà, à très bientôt. Inch'Allah. Eh bien, on va rester dans cette thématique et vous faire découvrir une très jolie zone humide, une très belle région. C'est la région de Guerbès et Sanhaja. C'est dans la région de Skikda. C'est un reportage signé Rahim Abdelaziz. Sud de ce massif, l'Oued el-Kbir et ses affluents aux nombreux méandres, en raison de la faible pente, alimentent une série de collections d'eau. Et le contact d'une plaine alluviale
a formé de nombreuses forêts humides. Si la plupart de ces milieux ont un sol à pH acide ou neutre, se développant très fréquemment sur tourbe, des collections d'eau subissent l'effet du reflux marin sur le delta de l'Oued el-Kbir. Atteignant plusieurs centaines d'hectares, ont un sol à pH alcalin. En aval, les eaux du complexe de zones humides de Guerbès et Sonhadja débouchent sur la grande plage de la Marsa. Il s'agit là de l'embouchure de la Marsa, du contact direct entre la frange littorale de la grande baie de Guerbès et le complexe de zones humides de Sonhadja qu'entrecoupe le cordon dunaire. Des interactions aussi diverses que complexes qui pèsent sensiblement sur la biodiversité, à la fois faunistique et floristique, que renferment Guerbès et Sonhadja. Des interactions que tente d'expliquer le docteur de Belair tout en mettant en exergue leur importance méditerranéenne. Cette zone-là a été érigée en site Ramsar partiellement par les autorités ministérielles concernant l'environnement il y a maintenant 2 à 3 ans. C'est une zone qui mérite évidemment d'être conservée à cause de sa diversité d'écosystèmes d'abord, parce que vous avez des écosystèmes très variés qui sont dus à la présence d'une part d'un énorme massif dunaire, on en reparlera, une rivière qui est l'Oued el-Kbir ouest, qui forme énormément de méandres parce que la pente est très faible et qu'il a beaucoup de peine à gagner la Méditerranée. Il favorise donc un certain nombre de zones humides suivant son parcours. Et d'autre part, au sud de ce cordon dunaire, vous avez également un certain nombre de zones humides qui se sont formées au contact des petites collines qui surmontent le lac Fézara. Donc vous avez des milieux très variés au point de vue sol, depuis des sols très sablonneux, très légers, jusqu'à des sols très lourds, presque argileux. Et entre les deux, vous avez un monde de tourbes et de sable qui sont à l'origine d'une biodiversité florophonistique absolument fabuleuse. Là encore, vous avez beaucoup d'espèces qui ont été conservées jusqu'à présent parce qu'elles étaient inaccessibles en dehors des riverains. Les routes n'existaient pas. Il y a, disons, dans les années 90, il n'y avait aucune route pour pénétrer dans ce massif. Donc toute la flore, toute la faune avait été largement conservée. Et comme il existe certains espaces qui sont relativement importants, vous avez quand même un lac aux environs de Ben Azouz, qui accède jusqu'à 80 hectares. Donc là aussi, la vie faune aquatique tient énormément de place et on retrouve des espèces telles la poule sultane, dont l'Algérie est probablement l'un des rares pays où elle trouve encore refuge. Il en existe quelques couples, paraît-il, au Maroc. Souvent, elles nidifient sur place. Donc, comme du reste dans le lac Tonga. Et c'est vraiment une espèce qui, semble-t-il, en dehors de l'Algérie, n'a pas beaucoup de place au niveau international. Alors vous avez évidemment beaucoup d'autres espèces qui peuvent être importantes. On a parlé de l'iris mature, on a parlé, il y a bien sûr beaucoup de hérons cendrés, à peu près toutes les sortes de canards. Donc une très grande richesse dans cette région qui est, au point de vue faunistique, qui est favorisée justement par la diversité des milieux, parce que les oiseaux ont besoin... De retour sur le plateau, là tout de suite, après avoir donc voyagé à travers ces informations concernant les zones humides, nous allons nous intéresser à l'eau, cette denrée si rare aujourd'hui. À travers la planète, aujourd'hui, cette eau se raréfie. Il faut faire très attention à cette denrée. On dit aujourd'hui
c'est une pépite qu'il faut préserver absolument. Nous allons avoir à en parler en détail avec nos professionnels en la matière. Avec nous, donc présenter M. Haouch Belarbi. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue parmi nous. Vous êtes chef de département anomalie et fraude au niveau donc de CEAL, Société des eaux et d'assainissement, c'est cela? D'Alger, voilà. Avec nous également M. Redouane Issaadi, bonjour. Bonjour madame, merci de l'invitation, merci, je vous remercie. Alors, vous êtes directeur d'unité et d'assainissement. Assainissement. Vous nous avez ramené des objets pour pouvoir oui, décortiquer un petit peu la thématique d'aujourd'hui. Effectivement. Nabil Kadri, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. La SLMEC, marhaba bik, bienvenue. Vous êtes chef de département management et qualité. D'accord. Et bienvenue, Abdelali Chahri, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue, vous êtes ingénieur d'exploitation eau, c'est cela, oui, au niveau de CEAL. Oui, bien sûr. Alors, beaucoup donc d'experts sur notre plateau pour parler justement de la potabilité de l'eau, bien sûr des pertes en eau et surtout de ce que se pose la question, les ménages, bien sûr, en général, comment est-ce que l'eau arrive dans leur robinet et comment est-ce que nous avons de l'eau potable tous les jours. Alors, on va déjà donner la parole à qui? À Monsieur Haouch, c'est cela? Haouch, tout à fait, c'est ça. Alors vous êtes justement, vous faites les comptes et vous réglez un petit peu tout ce qui est à régler au niveau donc des pertes. Tout à fait. Enfin, je m'occupe exactement en fait de la lutte contre les eaux non facturées, plus particulièrement en fait des pertes commerciales. Donc, quand on dit perte commerciale, c'est une partie des eaux non facturées. Qui, et il y en a beaucoup, hein. Tout à fait, il y en a malheureusement aujourd'hui. Il y a pratiquement aujourd'hui presque 45% d'eau qui ne sont pas aujourd'hui facturées et qui sont soit en fait parties à travers des fuites, soit à travers des piquages illicites. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle perte physique ou perte commerciale. C'est ça. Mais CEAL justement a mis en place un système ingénieux pour essayer de contrer ces pertes justement. Tout à fait. Donc, avant de commencer à entrer dans le détail, ce que je voudrais dire d'abord, en fait, ce qu'on sait, c'est que prévenir vaut mieux que guérir finalement. Donc, et dans le code pénal algérien aujourd'hui, le texte est clair. Et dans le chapitre 3, section 1, qui concerne en fait les vols et extorsions, la loi est très claire, explicite. Elle dit tout simplement que une personne qui en fait, tout simplement fraude est punie par la loi d'1 an à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 500 000 dinars. Et cette même peine est aussi applicable à l'eau, au vol d'eau. Donc aujourd'hui, heureusement qu'aujourd'hui aussi CEAL n'utilise pas encore cette étape parce qu'aujourd'hui on traite quand même nos clients d'une manière à l'amiable, même si on trouve effectivement des branchements illicites. Il faut savoir qu'entre l'année 2017 et 2018, nous avons régularisé 30 000 clients qui étaient en étape branchement illicite, donc ils étaient fraudeurs. Voilà. C'est très difficile de pouvoir mettre un agent partout et surveiller tout le monde pour que tout aille bien et que tous ces branchements soient bien sûr bien faits et sans pour autant bien sûr incriminer l'un ou l'autre. Hein. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on a quand même un dispositif de lutte contre les illicites. Nous avons pratiquement une soixantaine d'enquêteurs qui sillonnent Alger et Tipaza pour justement la détection et la remontée de ces branchements illicites qui ont été réalisés d'une manière différente à cause d'une situation aussi bien particulière. Donc il se peut aussi que ces clients-là n'aient pas l'information nécessaire pour pouvoir aussi réaliser leur branchement. Ça, on y est d'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, CEAL entame plutôt un traitement à l'amiable. Un traitement à l'amiable qui, lui, en fait, tout simplement, incombe une facturation en fait, d'une pénalité de fraude qui se monte à pratiquement 55 000 dinars. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup se plaignent un petit peu de la facture. Au niveau donc, des ménages, les gens qui ont un nouveau compteur disent que justement les prix ont augmenté. Oui, tout à fait. Parce que les habitudes changent. Vous savez que quand on a très souvent une facture avec laquelle on n'a pas un compteur d'eau, on a un branchement sans compteur et on reçoit une facture au forfait, généralement c'est du 54 mètres cubes, c'est dans les environs de 1600 dinars. Donc avoir l'habitude d'avoir une facture de 1600 dinars et demain avec la pose de compteur, et l'habitude change et finalement ils se rendent compte qu'ils consomment en fait 3000 dinars.
effectivement, et là, il va se rendre compte finalement qu'il consommait bien plus que ce qu'on facturait. En fait, c'est aussi une autre habitude à donner aux consommateurs aussi, de faire attention à cette denrée. Rationaliser déjà chez soi, sans pour autant gaspiller cette denrée tellement rare aujourd'hui. Tout à fait, exactement. Alors, on va donner la parole à monsieur Redouane Issaadi, qui est directeur d'unité assainissement. Vous nous avez ramené 2 bouteilles sur le plateau pour nous parler justement de l'assainissement de l'eau. Effectivement. Rebonjour. Je vais commencer d'abord par vous parler des capacités épuratoires que dispose la CEAL, et en particulier la direction assainissement. Donc on est sur les 3 bassins versants, bassin versant est, bassin versant centre et le bassin versant ouest. Donc sur chaque bassin versant, on a une station d'épuration. À l'est, on a la station d'épuration de Regaya. Au centre, on a la station d'épuration de Baraki. Et à l'ouest, on a la station d'épuration de Beni Messous. La même chose sur la wilaya de Tipaza. 3 bassins versants Hadjout, bassin versant Koléa et le 3e à Chenois. Donc, à ce jour, on a une capacité épuratoire qui avoisine à peu près les 500 000 m3 jour de traitement. Avec tout cela, en 2019, nous allons encore réceptionner certaines stations. Entre autres, la station de Zeralda, la station de Mehelma et la station de Bousmaïl, qui sont en construction en voie d'achèvement, pratiquement. Et en plus, de la 2e tranche de la station d'épuration de Regaya. On va encore avoir beaucoup plus, la capacité épuratoire va augmenter pour atteindre les 550 000 à 600 000 m3 jour de traitement. C'est énorme. Alors, vous assainissez bien sûr pour l'eau potable, mais pas que. Alors, on assainit les eaux usées du Grand Alger. Donc, cette eau arrive à travers des collecteurs, collecteurs unitaires qui arrivent aux stations d'épuration. Et sur la station d'épuration, on a plusieurs passages d'eau usée. Donc, le relevage, pratiquement sur l'ensemble des stations. Déshuilage, avant le déshuilage, donc on enlève dans les eaux usées tout ce qui est grossier. Après, on passe à la phase déshuilage, dessablage. Après, on passe à la phase biologique, traitement biologique. C'est là où on donne aux bactéries qui existent dans les eaux usées de l'oxygène pour qu'elles survivent. Une fois qu'elles se mangent entre elles et qu'elles ont de l'oxygène pour survivre, juste après cette étape, on coupe l'oxygène, elles meurent, on les racle et on les fait passer à un autre procédé qui est le traitement des boues. Sur la file eau, donc après le passage du biologique vers le traitement secondaire, on a un traitement tertiaire. Ce traitement tertiaire, justement, favorise la réutilisation de cette eau usée, donc eau épurée. Pour quel usage? Alors, à l'usage, l'irrigation terre agricole, irrigation des espaces verts. Par exemple? Oui, l'onite. L'irrigation des espaces verts et l'étillage des grands oueds, comme Oued El Arach et Oued Mazafran. Voilà, ce sont des opérations. Là, par exemple, vous nous avez ramené les 2 bouteilles, une en eau claire et une en eau assez noire. En eau assez noire, donc c'est des eaux usées de la station d'épuration de Baraki. Et après traitement, on a une eau assez claire qui n'est pas consommée, qui n'est pas donc eau potable, mais qu'on peut utiliser pour l'irrigation des espaces verts agricoles. Il est très important de faire de la récupération, bien sûr, de l'eau. Dans le domaine de l'agriculture, bien sûr, et dans le domaine, bien sûr, de l'usage courant de l'eau. Parce qu'on utilise de l'eau pour, par exemple, les industriels qui travaillent avec de l'eau, qui doivent donc quotidiennement travailler avec de l'eau et un apport quotidien d'eau, par exemple pour leurs usines, etc. Ils ont besoin de cette eau, par exemple. Ils ont besoin de cette eau, exactement. Alors c'est un travail énorme au niveau donc de la station pour pouvoir aboutir à ce résultat-là. Exactement. Oui, c'est un travail qui demande de la technicité, qui demande du savoir-faire, et tout se fait. Enfin, on est capable aujourd'hui de faire... Des biologistes, on a tout ce qu'il faut, on a des labos process, on a un labo accrédité au niveau de la direction générale, on fait toutes les analyses qu'il faut faire. Vous étiez en alerte lors de
l'annonce donc de l'épidémie de choléra oui. À une certaine période justement, et CEAL avait joué le jeu en disant que rassurer le citoyen en disant voilà, nos équipes sont là pour travailler quotidiennement pour apporter une eau potable sûre, et vous avez même rajouté un peu plus. Exactement, madame, exactement. Donc et pour cela, bon, juste pour parler de la réutilisation des eaux épurées, c'est vrai qu'on débute, il y a plusieurs projets que la direction des ressources en eau a mis en place. On va les réceptionner petit à petit, mais l'année 2019, ça va être l'année de la réutilisation des eaux épurées. Ah, absolument, il faut absolument aller vers cet objectif et surtout, c'est indispensable pour pouvoir rationner tout le monde et donner de l'eau un petit peu à tout le monde. Effectivement. Voilà. On va donner la parole aussi à Monsieur Nabil Kadri, qui est là avec nous et qui va nous parler du département management et qualité. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau de votre département? D'accord. Donc, pour enchaîner juste ce qu'il a dit M. Issadi par rapport au process, donc il a parlé tout à l'heure du traitement tertiaire, et qui est une étape vraiment très très importante par rapport au process. En fait, pour le process, pour le traitement tertiaire, il y a une étape, ce qu'on appelle la filtration. Et l'eau passe via ces filtres à sable, et on réduit pratiquement la turbidité. Le but de cette filtration, c'est de réduire la turbidité en diminuant le maximum de matière en suspension. Et aussi, le deuxième rôle important, c'est par rapport aux parasites. C'est-à-dire on empêche le passage au maximum des parasites. Entre parenthèses, c'est les œdèlmètes. Voilà. Et je voulais juste rajouter, c'est-à-dire après la filtration, il y a ce qu'on appelle la désinfection. Voilà, la désinfection, c'est une étape très très importante qui sert en fait d'éliminer et on va dire de détruire à 100% toutes les bactéries existantes. Donc on aura en finale une eau épurée, désinfectée. Voilà. Ça c'est par rapport à être réutilisée. À être réutilisation. Donc pour les eaux qu'on utilise couramment, mais l'eau du robinet, c'est toute une autre étape. C'est la potabilité de l'eau, et c'est très important de boire de l'eau du robinet, parce qu'on a l'eau minérale, bien sûr, c'est un apport, c'est bien entendu plusieurs éléments, mais l'eau du robinet est très importante aussi, très bonne pour la santé. Bien sûr, il faut le rappeler. Bien sûr, voilà. Et aussi, donc on a un laboratoire central qui est accrédité, il a parlé M. Saadi, mais je rajoute aussi qu'au niveau de chaque station d'épuration, on a des laboratoires certifiés. Bien sûr. Qui assurent le contrôle, bien sûr, qui contrôlent en continu, quotidiennement, ça c'est très important, la qualité des eaux, que ce soit à l'entrée, c'est-à-dire les eaux usées brutes, ainsi que les eaux usées épurées. Voilà. Ça c'est à part. Par rapport à la réutilisation des eaux usées, donc nous avons une loi, c'est une loi algérienne de 05 de 2005, où tout d'abord, il faut préciser qu'il est strictement interdit, ce qui est écrit noir sur blanc, donc il est vraiment interdit de réutiliser les eaux brutes, c'est-à-dire non traitées ou non épurées. Mais en parallèle, malheureusement, on a vu des gens mal intentionnés réutiliser des eaux usées et les utiliser pour l'irrigation, par exemple. Malheureusement. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire, elle nous donne, c'est-à-dire, on peut valoriser les zones non conventionnelles. Et en fait, elle a institué, c'est-à-dire la concession à la réutilisation des eaux usées épurées à des fins d'irrigation et industrielle. Voilà, par exemple. En général, c'est ça. C'est ça. Donc, vous avez parlé un petit peu du management, c'est ça aussi, entre autres, c'est le volet réglementaire et législatif et normatif. Eh bien, le quatrième va aussi nous parler de son département. L'ingénieur en exploitation en eau va nous parler bien sûr de la potabilité peut-être de l'eau, cette fois-ci. Pour la potabilité, ne vous inquiétez pas, il y a toujours un laboratoire agréé, donc on n'a pas de souci là-dessus. Mais par contre, je vais vous parler un peu de l'exploitation, de la distribution d'eau. Donc actuellement. Et des coupures. Ah oui, parce qu'on parle beaucoup de coupures. Ça nous fait peur. Quand on entend parler donc de coupures au CEAL, justement, il y a eu une annonce qui a circulé sur les réseaux sociaux en disant qu'il va y avoir 4 jours de coupures d'eau dans certaines régions, certains quartiers, etc. Or,
Ça a été c'est faux. Il faut le dire, hein, il faut l'annoncer encore. C'est une fausse alerte. En fait, il y avait un programme pour faire ça. Mais finalement, ça a été annulé pour des raisons spécifiques. Il faut savoir que cette opération vise à réparer quelques fuites sur les conduites addictrices. Le gain était important. On espère gagner environ 2 millions de mètres cubes sur une année d'exploitation. D'accord. Donc c'est une opération clé. Donc ça ne sera pas programmé peut-être cette année, mais on prévoit de la programmer prochainement, Inch'Allah. Donc il y aura certains coupures-vie, mais ça sera programmé et bien sûr le client sera averti à l'avance. Donc nous mettons toutes nos dispositions pour éviter tout manque de desserte. Donc il faut savoir que la CIAL aujourd'hui met en distribution environ 1,1 million de mètres cubes jour pour la capitale et Tipaza. On a à peu près 6500 km à gérer. Donc sur ça, donc, pour chaque année, on a une augmentation de consommation de 5%. Et par rapport aux ressources qu'on dispose, on a à peu près 15% des ressources souterraines, on a à peu près 68% des ressources surface et à peu près 17% de dessalement. Et aujourd'hui, face à cette augmentation de la consommation qui est de 5% par an, et avec un rendement ou bien un ratio de facturation qui est de... Cette année, par exemple, on est à 57,84% de ratio de facturation, ce qui fait qu'on a une perte qui avoisine les 42%. Sur les 1 million de mètres cubes, on a à peu près 400 000 mètres cubes qui perdent, des pertes. Et donc, si on fait un petit calcul sur 3 jours, on perd à peu près la dotation d'une journée. C'est un enjeu. Donc vous travaillez toujours ensemble, hein, oui, bien sûr, avec la clientèle. Absolument, pour éviter les pertes. Voilà, justement... c'est des pertes physiques et commerciales. Donc sur la partie physique, on a déployé plusieurs plans d'action, notamment la gestion des pressions et la recherche des fuites. Donc on a aussi ramené des nouveaux logiciels d'aide à la décision, du suivi des actions. C'est ça. On en avait parlé il y a quelques temps. Vraiment, CIAL s'est doté d'une technicité aujourd'hui de pointe. Voilà, ça nous permet de... voir de gérer aussi. En temps réel toutes les actions et voir tous les événements qui se passent dans notre réseau à temps réel. Donc, et par rapport à ça, on fait nos plans d'action pour gérer la situation au mieux. Alors avec la station de dessalement, il y a eu Alger en fait a vécu une période aussi de faste avec le changement, bien sûr, dans la distribution de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de nouvelles stations d'épuration ou est-ce que c'est dur? Il y avait une année de cela, donc avec le nouveau programme de relogement, donc, il y avait un pic de consommation en 2017. Un énorme pic. Aujourd'hui, la population ne fait que doubler et tripler. Estivale, donc on a atteint les 92% de la capacité opérationnelle de la CIAL. Aujourd'hui, on prévoit de réaliser une nouvelle station de dessalement sur Ziralda d'une capacité de 300 000 m3 jour. Très bien. Avec celle de Fouca avec une capacité de 120 000 m3 jour. Et ça va soulager. Oui, ça va soulager beaucoup. Aussi, on a celle de l'Hama avec une capacité de 200 000 m3 jour. Avec tout cela, donc, on pourra à un avenir proche sécuriser l'alimentation d'Alger, alimenter davantage Tipaza et Bled, Inch'Allah. Donc, est-ce que la pluviométrie a été suffisante pour pas vraiment les retenues urinaires? On a une pénurie de pluviométrie, donc ce qui a impacté les autres surfaces et donc les ressources de la CIAL, ce qui a impacté aussi la nappe phréatique de Metija, et donc ce projet de dessalement va soulager un peu la nappe de Metija, on va laisser un peu la nappe se remplisse. Donc on a des forages qui sont un peu en baisse par rapport à la pluviométrie, des barrages qui sont aussi en baisse. Donc l'enjeu sur la 5e ressource qui est l'UNF, donc il est très important. Et c'est pour cela que la CIAL a mis un plan d'action à court terme et moyen terme pour 2020-2021. C'est très complexe en fait. Pour essayer d'augmenter les ratios de facturation, on a mis un objectif aujourd'hui de 65% pour 2021, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. En tout cas, c'est très complexe. C'est plusieurs acteurs qui doivent entrer en jeu pour pouvoir donner la possibilité aux ménages d'avoir de l'eau dans leur robinet, d'avoir aussi des stations d'épuration et pouvoir gérer tout cela de manière intelligente pour pouvoir avoir une très bonne économie de l'eau, bien entendu. Alors, on va revenir à vous pour parler bien sûr de cette gestion de l'eau et surtout de cette fraude qui existe malgré
malgré tout. Et bien entendu, ces fuites. Ces fuites. Il y a quelques années, c'est vrai qu'on avait vu, donc, avec l'avenue de Céal, etc., des agents agir très très vite sur tout type de fuite. Tout à fait. Enfin, notamment grâce aussi à éviter cette proximité de Céal, à se mettre très proche du client. C'est là déjà le fait qu'il y ait déjà notre centre d'appel, le 1594, ouvert en cache 24, 7 sur 7. C'est très bien de le citer. Exactement, encore. Et qui répond très rapidement. Donc, c'est quand même cette prise en charge rapide de la demande du client qui, elle, est tout de suite envoyée à nos agents d'intervention pour justement y aller diagnostiquer et intervenir dans les délais aussi rapide. Aujourd'hui encore aussi efficace. Je laisserai peut-être mon collègue là-dessus pour... Sur les réparations des fuites, donc aujourd'hui on est à 3 jours de délai pour les interventions. On vise les 1 jour et demi comme objectif pour 2020 et 2021. Les fuites sont réparées immédiatement après leur déclaration. Donc pour certains cas peut-être qu'il y a un peu plus de lenteur, mais la majorité des fuites sont traitées au maximum dans 3 jours. Voilà, il faudra que le citoyen soit aussi rapide. Dès que le citoyen indique qu'il y a une fuite, donc c'est automatiquement, ça sera inscrit sur Manta et ça prendra 3 jours pour maximum pour ce. On va vous donner aussi l'occasion d'annoncer le prochain salon. Alors ça sera le 11 et 14 février, ce sera Polytech, c'est cela? Oui. À la SAFEX. À la SAFEX Alger, comme chaque année, la CEAL participe à cette rencontre internationale du 11 au 14 février 2019, où elle aura un stand sur place. Et on va débattre plusieurs thématiques. Sur place, on va être en direct avec la population, essayer de leur expliquer ce que fait le quotidien de la CEAL en général. Et nous, on aura un intervenant, Inch'Allah, le 11 pour parler bien sûr de ce salon en détail. Exactement. Voilà, en tout cas, bravo messieurs, merci pour toutes ces informations que vous nous avez apportées. C'est un collectif aujourd'hui, on a pu un peu en savoir plus sur la CEAL et surtout des efforts que vous menez au quotidien et le combat que vous menez au quotidien pour donner la possibilité aux ménages d'avoir de l'eau potable. Merci beaucoup. Messieurs. Merci madame de l'invitation. Voilà. À très bientôt. Bon courage à vous. Merci à vous. Eh bien, tout de suite, nous allons faire un gros plan sur ce reportage et surtout les chercheurs et bien entendu un reportage qu'a réalisé pour nous Yazid Ait Mahiddin. Il a rencontré pour nous le prix Nobel donc de mathématiques, prix Nobel Fields de mathématiques, No Bo Cho. Il est vietnamien et c'est donc un témoignage de l'ancrage des valeurs de liberté, de solidarité, de dignité dans le terreau algéro-vietnamien. Et il dit « La réussite de mathématiques illustre parfaitement l'essor économique et technologique du Vietnam. » Voilà, regardez ce reportage, on se retrouve juste après. Le 10 décembre dernier, nous avons rencontré une sommité mondiale des mathématiques. Son nom, Ngo Bo Cho. Son pays, le Vietnam. Son vœu, rendre hommage au combattant de la liberté, Maurice Audin. Un vœu exaucé. J'ai beaucoup réfléchi, surtout ces dernières semaines, avant mon Algérie, ce qui me représente, quel est mon lien affectif avec Maurice Audin, avec ce qu'il représente et ce qu'il a fait. Et toutes mes je réfléchis à mes histoires personnelles, l'histoire de ma famille, l'histoire et en plus large, l'histoire de nos pays, le Vietnam, l'Algérie et la France. Et je vais partager même histoire que j'ai dite à Béjaïa. Mon grand-père paternel est issu d'une famille très riche. Avant la Révolution, il avait des immenses villas, il avait des grosses voitures. Et après la Révolution, nous vivions entassés les uns sur les autres dans un petit appartement et circulons en vélo. Et il a passé 9 ans dans le Maquis. Il n'était pas communiste, mais il se battait avec les communistes contre la colonisation française. Alors, un pèlerinage au sein des temples du savoir de l'Université d'Alger, couronné d'une conférence exercice à l'amphi Ampère et une consécration honorifique à l'amphi Bembatouche. L'équation savoir et combat a bien opéré. C'est un magnifique cadeau que j'ai reçu du recteur de l'Alger aujourd'hui. C'est le fascicule qui représente
la thèse doctorat de Maurice Audin, qui a été défendue à titre posthume après son arrestation, torture, assassinat par les forces armées françaises. Et en fait, c'est la première fois que j'ai pu feuilleter ce volume. C'est une émotion qui est mélangée d'émotion et d'admiration. Vous voyez, un jeune homme de 25 ans, avec 3 enfants de bas âge, avec les activités clandestines, qui doit mobiliser toute sa force, a pu faire une œuvre aussi substantielle et sérieuse. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai insisté à faire un exposé purement mathématique aujourd'hui. Ici, à l'ambassade du Vietnam à Alger, après un moment de recueillement à la mémoire de Ho Chi Minh, l'ambassadeur M. Pham Ngo Truc rappelle que Ngo Bo Cho est le produit de l'essor scientifique et technologique du Vietnam. Le professeur Ngo Bo Cho est le premier Vietnamien qui a obtenu le prix Field il y a une quinzaine d'années déjà. Nous sommes très fiers d'être parmi les pays ayant des lauréats du prix Field. Pour nous, il s'agit là d'un succès et d'une contribution individuelle du professeur Ngo Bo Cho, d'abord, mais aussi de la communauté scientifique du Vietnam. La science et la technologie contribuent au produit national brut jusqu'à 40%. Il faut dire que c'est un objectif très ambitieux. Et la stratégie définit aussi le rythme de renouvellement de la technologie d'environ de 15 à 20% par année. Le Vietnam, qui a réussi grâce à sa stratégie de développement technologique, a accompagné les grandes mutations économiques du pays. Des opportunités grandioses pour un fructueux partenariat scientifique entre l'Algérie et le Vietnam. Mais pour promouvoir davantage la coopération entre nos deux pays en général, et surtout dans le domaine scientifique, je pense que dans le temps à venir, nos deux gouvernements devraient avoir une forte détermination et investir des moyens financiers pour élaborer des programmes de coopération très concrets entre nos deux pays dans le domaine scientifique. Voilà, et pourquoi pas encore de beaux jours entre le Vietnam et surtout l'Algérie avec les relations économiques et pourquoi pas culturelles pour en recevoir un peu plus. Et on salue tous les Vietnamiens puisque c'est le nouvel an vietnamien. Bonne année à vous et bonne année à tous ceux qui vivent ici en Algérie, pourquoi pas les recevoir un jour pour parler bien sûr de leur culture vietnamienne. Voilà, c'était un reportage de Yazid Aït Mahiedine. Nous recevons comme chaque jeudi matin Lilia Ben Nassar pour l'agenda culturel. Elle est là, elle est prête. Bonjour Lilia. Bonjour Amel, très bon réveil à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Parfait, vous avez beaucoup d'activités à nous annoncer? Oui, beaucoup d'activités. On vous écoute alors. On va commencer avec le musée d'art moderne d'Alger qui abrite en ce moment l'exposition intitulée Exhibition et ce jusqu'au 14 février prochain. Le prestigieux concours international de photographie professionnelle World Press Photo organisé par la fondation néerlandaise fait escale à Alger. Une exhibition itinérante qui présente les clichés des gagnants de ce concours. Une belle exposition au niveau du Mama d'Alger. Faites un tour. Et puis du côté de la galerie Le Pont, l'exposition intitulée LOM a débuté depuis samedi. Les œuvres de plusieurs artistes algériens sont actuellement visibles au niveau de cette nouvelle galerie. Si vous êtes du côté d'Oran,
sachez que la 7e édition des Journées de la photo d'Oran débutera ce 1er février et ce jusqu'au 3. Un programme riche vous attend cette année, ateliers, conférences, des différentes expositions également classées sous le signe du voyage. Et puis nous allons également parler de la nuit des idées. C'est ce soir qu'elle revient pour une nouvelle fois autour du thème Face au présent, une célébration de la circulation des idées entre les pays et les cultures. Plusieurs activités sont prévues ce soir à Alger et ailleurs aussi. Donc rencontres, nous allons citer les principales rencontres littéraires à la librairie Chihab, projection à la Cinémathèque d'Alger, rencontre avec Emin Zawi à la librairie du Tiers-Monde, slam et poésie au siège de l'association Bebloued, et enfin concert à l'Institut supérieur de musique d'Alger. Donc plein d'activités pour marquer cette nuit des idées qui revient pour la 7e année, je crois, consécutive. 7e art, 2 projections pour les enfants, pourquoi pas ce week-end. La première au niveau de la salle Ibn Khaldoun, il s'agit donc de Yeti. La projection est prévue demain, vendredi à 15h et samedi à 14h. Et puis du côté de la salle Cosmos, c'est Spider-Man New Generation qui est projeté à l'américaine. Ou en anglais, bon, comme vous voulez. Donc, le 2 février à 13h30 et puis le vendredi demain, la projection est prévue à 15h. Et pour finir, des concerts à ne pas rater, des spectacles à ne pas rater ce week-end. Loulis Ait Minglet sera le 1er février à la Coupole d'Alger. Et enfin, le groupe Iwel chantera Les Aurès ce soir à l'Opéra d'Alger. Et justement, ils nous font le plaisir d'être avec nous ce matin. La magie fait que déjà, vous les citez et ils sont sur notre plateau. Vous allez les présenter? Oui, allez-y. Avec nous, 2 invités ce matin. Il s'agit donc des membres du groupe Iwel. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, c'est Nesrine Chimouni. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Et Faisal Achoura. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue. Alors, première escale à Alger. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous, justement, produire pour la première fois à Alger, à l'Opéra d'Alger? C'est une bonne chose parce que déjà, moi, je suis algéroise d'origine. Du coup, revenir et chanter ici à Alger, ça me fait vraiment plaisir. C'est extraordinaire, quoi. Voilà. Donc, parlez-nous de l'aventure du groupe Iwel. Comment ça a commencé? Bon, Iwel a commencé en 2014. Avant, on a officiellement avec le nom de Iwel. Qui veut dire? Qui veut dire l'infini plein d'espoir. Voilà, c'est très beau. Parce que Iwel, comme on dit en chiaoui, Iwel, c'est l'amel jay. Iwel, c'est tout ce qui vient après, mais comme positif. C'est-à-dire, on ne l'utilise pas dans le sens négatif. Donc, c'est une définition philosophique en quelque sorte. Iwel, c'est l'infini plein d'espoir. C'est magnifique. Donc en 2014, on a commencé à Fizouj. On a beaucoup d'aventures, déplacés, surtout beaucoup plus la Kabylie. Après, بشوية لحقنا باش نفيكسيو le groupe maintenant à 7 membres. Vous êtes beaucoup plus nombreux, les choristes. Plus les choristes, ça fait 11 en tout. D'accord. Et l'album? L'album, nous sommes beaucoup plus un groupe de scène, parce que scène après scène, avec le public avec le temps, c'est aussi un membre du groupe. C'est-à-dire parfois, il influence même nos chansons et nos compositions, parce qu'on compose, on écrit des textes. Auteur, compositeur et interprète. Voilà. Donc c'est pour ça l'album راح يكون, mais on cherche à enregistrer à une manière اللي بالك ما عادتش دوك ينرجستريو بها à l'ancienne, c'est-à-dire où on enregistre l'ensemble des musiciens en même temps, c'est-à-dire que sur la version live, mais c'est-à-dire plus étudiée, bien sûr. Bien sûr, voilà. Aujourd'hui. Et parce que recherché quand même. Voilà, on a essayé déjà d'enregistrer à la manière les Raïkaina Doka, mais
Ça a tué on n'a pas senti la musique Terna, ça a tué l'âme parce que on est plus un groupe de scène. C'est-à-dire on vit notre musique et on la vit avec le public. Voilà, ressentent ça. Voilà, donc qu'ici on a l'expérience dans le studio, c'est-à-dire on la piste, tout chaque musicien et tout. Ça a perdu. C'est dur parce que nous on comprend pas tout ça, mais les musiciens, les artistes, ils ressentent tout cela et ils veulent le transmettre aussi à leur public. Alors je vois que vous êtes venu paré aussi de bijoux des Aurès. Oui. Cette identité aussi importante. Bien sûr que c'est important. Enfin, c'est-à-dire si on revient un petit peu au passé, enfin beaucoup au passé, c'est-à-dire l'histoire des Aurès, elle est extraordinaire. C'est-à-dire on a une mythologie, on a tout. Et c'est ce que vous revendiquez à travers vos chansons, c'est ce que vous chantez, le patrimoine. Oui, certainement, mais être, comment on dit, parfois qui تكون متمسك في les traditions, في l'histoire, في le côté ancien, ça ne veut pas dire aussi qu'on veut revenir en arrière. Oui, bien sûr. Mais on veut créer notre histoire aussi à notre manière, mais sur des bases solides, quoi, et réelles. C'est-à-dire on veut renouer avec l'histoire. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas notre passé, si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne peut pas avancer, on ne peut pas créer quelque chose. C'est-à-dire renouer avec l'histoire, pour nous, c'est plus spirituel, c'est plus... c'est-à-dire sauvegarder le patrimoine culturel. Je suis obligée de nلبس traditionnel, je suis obligée de vivre à la manière traditionnelle. Je peux être très moderne, mais au moins je connais mon histoire. Voilà. D'ailleurs, vous m'avez ramené sur vous avez ramené sur le plateau cette pochette. D'ailleurs, on se disait c'est quoi? Et finalement, vous avez une série d'harmonicas. Oui, en fait, c'est des gammes. C'est des gammes. Oui. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir donc des gammes dans l'harmonica. C'est-à-dire que vous êtes toujours en perpétuelle recherche pour votre musique. Oui, bien sûr. On se construit en avançant. Mais ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, on a commencé à 2, donc on est à 7. Voilà. Qui sait, peut-être on a un projet futur, peut-être réaliser des chansons. On est curieux de vous écouter. On va vous écouter tout de suite. Vous avez vos instruments. Allez-y, prenez-les. Oui. Ouais. Je sais que vous avez une émission radio qui vous attend en plus. Hein. Oui. Ouais. Donc on va vous écouter vite. Qu'est-ce que tu veux? Allez-y. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Bon, c'est une chanson نتاعنا compo et texte. Hamgard, c'est la vieille. La vieille qui veut dire dans la chanson l'histoire, la terre, la maman. C'est un dialogue entre elle et son fils, quoi, en quelque sorte. السقسا فوساني ديني حلان ديضان تحوجة تاتصا أهم غارتي دين يلان نوسد غير من السقسا فوساني ديني حلان ديضان تحوجة تاتصا الكرم التاسيك زروان قيمني نور أردك يرفع كرم التاسيك زروان قيمني نور أردك يرفع قيمني نور أردك يرفع قيمني نور أردك يرفع ما داري يزيد بسيط الزمان ماني توعوت يبدا فروق ما دوكري في تصينا زدوسان يكرز السراد وطنقو ما داري يزيد بسيط الزمان ماني توعوت يبدا فروق ما دوكري في تصينا زدوسان يكرز السراد وطنقو هاي
وصدود قد نهمل عينيتي وتفكر تشوف غير وصدود قد نهمل غير وصدود قد نهمل غير وصدود قد نهمل. C'est très beau. Bravo, bravo. Merci. Alors, pour ceux qui ont aimé ce soir, ne ratez surtout pas. Ils seront donc à 19h. Oui, 19h30. 19h30. À l'Opéra d'Alger, donc première scène du groupe IWEL à Alger. Donc, vous avez fait beaucoup de scènes. Oui. Oui, beaucoup. Ces 2 dernières années, on ne s'est presque pas arrêté. Et vous parliez tout à l'heure d'une ambiance très conviviale, très familiale, où des familles se déplaçaient, venaient des villages justement pour assister à vos concerts. Justement, à ce concert, vous touche beaucoup. Il y a eu un truc exceptionnel. D'ailleurs, on remercie ceux qui l'ont organisé, le road trip. Oui. C'est-à-dire des amis, des fans, ils ont loué un bus. Donc, pour faire le déplacement de Batnas, alors il y a eu des gens de Khanchla, des environs, ils vous ont suivi des Aurès. Et voilà, déjà en route. Ils sont déjà en route. Voilà. D'ailleurs, on leur souhaite bonne route. Oui, Inch'Allah. Des pluies, des oui, malgré tout ça, ils vont venir, ils vont assister. C'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, ça nous fait plaisir de 2 côtés. Oui. Le premier parce qu'ils font le déplacement pour vous. Oui. Et le deuxième parce que c'est un truc vraiment extraordinaire dans le sens où les gens vont se mélanger, vont pouvoir faire des rencontres, surtout dans un cadre artistique et culturel. Oui. Et parce que nous, on croit, et comme on dit toujours, quand l'art et la culture dominent, c'est la conscience qui gère l'esprit. Oui. Et au final, on a une société qui pense. C'est-à-dire quand on voit des actions comme ça, c'est que la société évolue. Oui, voilà. Elle est très très belle votre démarche en tout cas, et votre action, et très beau jeu de guitare aussi, bravo, bravo, avec la voix bien entendu. Alors vous allez régaler le public ce soir, avec combien de chansons? 16 chansons, très bien. Alors, en tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus. Un dernier mot rapidement, je sais qu'on nous appelle parce qu'on vous attend à la radio, on vous libère. Donc, on dit au public, venez voyager avec nous et découvrir notre manière de vivre et de faire vivre les Aurès. Très bien. Très bien, merci. سنيني ستشويت هدسن سلاباس ودسن هاد السنين يمانسن ودسن باللي لاش لي فرونتيير دي الدونيت وباللي لاش نتغاوسا كلا نتزمر غنتسيبارا ونزمر نلي دي لا تيرو كنا. Inch'Allah. Et nous, on vous recevra une autre fois et on vous gardera plus longtemps pour vous écouter plus longuement. Merci à vous. Merci à vous. Et bon spectacle ce soir. Merci beaucoup. Merci Amel. Merci à vous Lilia. À jeudi prochain et merci de nous avoir fait découvrir le groupe. Voilà. On continue. On vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Emile Nebesh. On va le retrouver dans un tout petit moment. Cette fois-ci, il s'est intéressé au ciné-club CNRCR. Voilà. On se retrouve juste après. Et retrouvailles avec les amis d'avant, avec sa deuxième famille, celle du cinéma et de la télévision. Pour le réalisateur Jamel Bendeddouche, cette journée est particulière car il s'agit aussi pour lui de montrer son film réalisé en 2007. Erskil indigène, l'histoire qui relate le parcours d'Erskil Béchir, un révolté, un insurgé, un rebelle qui mena en Kabylie des actions contre les caïds, les chefs de village et l'administration coloniale française durant l'occupation de l'Algérie. Je tenais à faire ce film pour plusieurs raisons. Parce qu'il fallait faire un travail de mémoire. La mémoire, c'est très important. Il fallait que nos jeunes d'aujourd'hui, les jeunes, il faut qu'ils sachent que l'indépendance n'a pas été acquise comme ça. Le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel entame sa deuxième saison du ciné-club du samedi après-midi et dispose d'une très belle salle de projection équipée de moyens modernes de projection. Le ciné-club au niveau du Centre national du cinéma et l'audiovisuel, c'est beaucoup plus un lieu de rencontre. Et d'autre part, on a une nouvelle génération des jeunes qui s'intéressent au cinéma et à la télévision, mais ils n'arrivent pas à trouver des repères auprès de ces professionnels. Et je pense que le Centre national, à travers le ciné-club, c'est un lieu mensuel pour se rencontrer ce monde-là. Et c'est bien de discuter les films, surtout, et les films algériens réalisés dans plusieurs étapes. Avant de lancer le film, un hommage a été rendu au défunt producteur Youssef Goussem,
disparu jeudi passé à travers une minute de silence observée par l'assistance. Histoire qui a fait presque partie des annales de la télévision algérienne. Parler du film, du scénario, de la naissance de l'idée, du montage financier du projet et des problèmes liés à la production. C'est l'exercice qu'a entrepris le réalisateur Jamel Bendeddouch face à une assistance attentive à sa présentation. Rencontres, échanges, projections et débats, c'est le ciné-club du CNCA organisé une fois par mois. Un rendez-vous à ne pas rater. À ne pas rater absolument, et bien entendu Amir est là puisqu'il nous a fait donc le topo de cette rencontre cinématographique au Centre national de cinéma et de l'audiovisuel. Amir, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. Vous étiez donc, vous nous avez fait le résumé bien sûr de cette rencontre, une rencontre très attendue et très importante aussi. C'est une rencontre bénéfique aujourd'hui parce que voilà, c'est un autre rendez-vous qui s'ajoute à ces rendez-vous cinématographiques à Alger. Donc c'est un ciné-club mensuel, hein, c'est une fois par mois et ça a commencé l'année passée avec des réalisateurs comme Merzaq Alouesh, comme Hamd Rajdi, à chaque fois une nouvelle, comme Lamine Merbeh, avec des films. Une nouvelle figure du cinéma algérien. Effectivement, et cette année ça a commencé justement avec Jamel Bendeddouch et le film Arskil Indigène qui revient sur le parcours de Vous l'aviez Bachir. reçu bien sûr. Dans Ciné Thématique, il y a déjà 2 années. Oui, dans Ciné Thématique. Alors, Ciné Thématique ce soir va avoir une touche un petit peu hommage aussi, à travers donc 2 personnages, 2 personnalités. Le réalisateur Abdelrahman Bouguermouh, un grand monsieur. Oui, comme vous le savez, donc voilà, dimanche prochain, nous allons commémorer le 6e anniversaire de la disparition du cinéaste, du penseur et de l'écrivain Abdelrahman Bouguermouh. Il nous a quitté un certain 3 février 2013. 2013. Il est parti et avant son départ à Mel, il nous disait, il insistait sur la nécessité et l'importance de la transmission du savoir et du travail sur notre mémoire, sur notre identité, sur nos valeurs. Mais il disait aussi quelque chose de très important. Il disait que quelle que soit l'œuvre, qu'elle soit littéraire, cinématographique, théâtrale, poétique, donne ou offre à son créateur l'éternité, l'immortalité. C'est ça la belle phrase. C'était un humaniste, hein, parce qu'il avait fait de belles rencontres aussi dans sa jeunesse. Hein. Oui. C'est ce qui a influencé son travail après. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va diffuser, parce on va invoquer l'âme de Abdelrahman Bouguermouh ce soir sur Canal Algérie dans Ciné Thématique pendant 1 heure. Un séquence de minutes qui a été fait par le réalisateur Ali Mouzaoui. C'est un documentaire qui s'intitule oui, Amel, c'est un documentaire qui s'intitule Mon ami, mon double. Et à mon sens, c'est un documentaire très émouvant, sensible, très touchant, qui ouvre la porte d'un homme qui s'appelle Abdelrahman Bouguermouh, qui s'est isolé, qui s'est éloigné dans sa colline désormais non oubliée, parce que c'est grâce à son travail, à lui, à ses semblables, des artistes comme lui, qu'aujourd'hui, une partie de notre identité est mise en avant. Donc il ouvre cette porte et il parle de toutes les facettes de sa vie qu'on ne connaît pas sans retenue, c'est ça, il s'est vraiment livré. Oui, c'est un peu paradoxal, Amel, parce qu'à la fois Abdelrahman Bouguermouh était dans une sorte de solitude extrême, il vivait cette solitude et il le dit dans le documentaire. Il dit, je suis une personnalité connue, je suis une personnalité qui a fait des films, je suis une personnalité sollicitée, mais aujourd'hui j'ai personne qui me ramène un café, mais c'est un choix. C'est un choix. Donc ce soir, pour être dans l'efficacité de l'information, il faut voir ce documentaire impérativement parce qu'à travers ce documentaire, on va apprendre beaucoup de valeurs humaines. L'humilité, la simplicité, le savoir, la disponibilité. Le partage surtout. Le partage de cette passion qu'est le cinéma, qui est la littérature. Il y a aussi un travail de référence qu'on fait aussi. Parce qu'il y a un roman qui s'appelle le roman Anza, Amel. Anza, c'est 477 pages d'histoire condensée de Abdelrahman Bouguermouh et je reviens justement à ce que vous venez de dire tout à l'heure concernant ses rencontres à lui. Que l'enfance d'Abdelrahman a été marquée comme celle de Kateb Yassine. Parce que Sétif avait accueilli ces hommes-là. Le 8 mai 1945, ils ont vécu le même drame. Il l'a vécu. Et ce même drame leur a donné l'hyperconscience, j'allais dire,
prématuré parce que c'est des enfants, c'est des jeunes. Très jeunes. La conscience de la nécessité de se débarrasser de ce colonialisme incroyable qui a touché notre pays dramatiquement avec tout ce que vous savez sur le colonialisme. Et l'implication sur la vie sociale, bien sûr. Bien sûr, même quand on est enfant. Cet impact sur la vie, bien sûr, il l'a vécu. Il l'a vécu dans un lycée où il y avait les pieds noirs et les juifs, où il essuyait le code de l'indigénat. Après, pour les rencontres, dans sa jeunesse, il est parti à l'exil, à l'éloignement, parce qu'il dit c'est forcé. Ce qui m'a fait rire, c'est quand il a dit, voilà, comme tout le monde partait, moi j'étais bien, mais je suis parti quand même. Je suis obligé de partir, c'est une nature algérienne. Voilà. Il va rencontrer des personnalités, effectivement. Taous et Jean Amrouche, ce sont des personnalités phares qui lui ont permis de connaître la joie, la danse, l'émancipation artistique. Et l'ouverture de la culture aussi. Oui, et un homme aussi particulier qui vaut beaucoup de choses. Bien sûr, Malek Haddad, quand il le décrit, Abdelrahman Bougourmouh, il est fasciné. Il vous dit... Malek Haddad est un beau mec, c'est quelqu'un de beau, il a de la classe, il a des yeux incroyables, c'est de la fascination. Mais en même temps, philosophiquement, il va nous dire beaucoup de choses sur Malek Haddad qui n'osait pas se suicider. Alors c'est une soirée comme ça. On ne peut pas ne pas parler aussi de Youssouf Goussem, le producteur, parce que c'est aussi pour cela qu'on a calé cette thématique. Pour dire que ce sont des personnes finalement, que le travail de l'artiste, que le travail du journaliste, ceux qui font de l'audiovisuel, ceux qui font un travail qui a directement en relation avec la culture, il faudrait que les gens sachent, il faudrait que les employeurs sachent, il faudrait que les autorités sachent que ce travail est un travail comme tous les autres qui mérite rémunération. Quand on va réparer sa voiture, quand on va réparer sa voiture chez un mécano, ben, on paye le mécano. Quand on va chez le boulanger acheter son pain, on le paye. Quand on va voyager, on paye le prestataire du voyage. Et ben, quand on a affaire à des artistes, eh ben, on les règle, tout simplement. Je sais que c'est un combat qui va être très très dur à réaliser ou à faire, mais en tout cas, aujourd'hui, cette affaire dramatique de Goussem va être quelque chose qui va nous permettre pas de nous déchirer, partir dans des débats qui ne sont pas efficaces, mais au contraire, pour trouver des solutions pour la corporation. Plus jamais ça arrive, ce genre de choses. C'est terrible. Il y aura bien sûr la cerise sur le gâteau ce soir, parce que après le documentaire, il y aura le film Kahla Obaïda. Voilà. On va changer, je pense. On va voir le deuxième extrait avant. On y va à travers ce deuxième extrait? On y va? Oui. Le premier? C'est comme vous voulez. Allez, de toute façon, c'est le programme de la soirée. N'importe quelle manière, en croyant pas, en pratiquant pas, en accidentel. Mais ce qu'il reste d'une mort, c'est la mémoire après. On continue à vivre, il y a une deuxième vie, mais qui se fait par les autres, par cette mémoire. Les gens qui se rappellent. Il a fait ça, il n'a pas fait ça. Et ça nous emmène donc à pénétrer d'autres personnages, à pénétrer l'histoire et à pénétrer le vécu des autres et du mien par rapport à eux. Et on rentre dans ce qu'on appelle la vie, quoi. Ça, c'est la vie. C'est pas. Et voilà, c'est très touchant de le voir donc témoigner, et il dit bien sûr beaucoup de vérité en tout cas. Donc à travers cette soirée ciné-thématique, on verra Monsieur Bougourmouh, Allah yarhamou, il sera là avec Malek Bougourmouh aussi, parce qu'il va l'évoquer avec Malek Haddad, Taous, tout le monde. Sétif aussi, parce que c'est une ville qui a... Parce qu'il habitait dans ex-rue Lévy, dans une maison et cette maison a connu Farhat Abbas, elle a connu les Gennifi. Il revient sur les ruines de la grande maison. Oui, il revient sur les ruines, sur Ain Fouara. Et après, on va terminer, pour aller vite,
Et merci d'ailleurs pour les photos de Bouguermouh parce qu'on est en train de le voir avec son... Oui. Il est très... c'est une personnalité généreuse et touchante et on a envie de l'écouter et de l'entendre et d'être chez lui. Qu'est-ce que je voulais dire? Le débat aussi avec Ali Mouzaoui est passionnant parce qu'on a... Voilà, il parle de son amitié avec Bouguermouh et on termine avec un film qui nous a été demandé. Très demandé. C'est un film indémodable, cultissime, si j'ose dire. Kahla Obaïda, avec un casting fabuleux. Donc, quand on parle de Kahla Obaïda, on parle de Sid Ahmed Agoumi, on parle de Ahmed Ben Issa, on parle de Dalil Armas, on parle de plein. Qassiq Samtini. Ben Issa, la petite fille et son frère aussi. Oui, Wardi Ahmetouch. C'était un très beau casting. Plein de personnes sur la partie technique, il y a Wadah, plein de personnes. On va voir d'ailleurs l'extrait. Oui, la musique d'Ahmed Malek et le petit, bien sûr, Lamine Ben Ammar qui joue le rôle du petit Rabia. Ouais. On y va à travers, bien sûr, cet extrait. Et donc, il y aura donc ce film. Oui. Et bien sûr, revenir avec le débat, bien entendu, un débat. Ça sera une soirée très longue en tout cas. Peut-être on va terminer la soirée à minuit 30, je crois, 1 heure après le film. Mais c'est très intense et voilà, on va parler de plein de choses. Voilà, beaucoup de souvenirs et surtout, on apprendra beaucoup de Bouguermouh, lui qui a fait beaucoup de films, mais aussi beaucoup de documentaires plutôt. Aussi. Je disais à Ali Mouzaoui, rapidement, je disais que quelqu'un comme Abderrahmane Bouguermouh, on aurait dû faire sortir de lui beaucoup de choses. En tout cas, merci pour l'invitation, merci de me donner la capacité ou la possibilité de m'exprimer sur notre programme. Et ici, dans Bonjour d'Algérie, ça nous permet aussi j'aime pas le mot, mais de recruter plus de téléspectateurs pour une soirée spéciale. Et je voudrais juste terminer par quelque chose. J'ai pas l'habitude de parler de ma vie privée, mais aujourd'hui c'est quelque chose de très particulier pour moi parce que c'est l'anniversaire de mon père. De toute façon, si vous l'aviez pas fait, je l'aurais fait à votre place. Parce que on aime bien votre papa. On l'avait déjà reçu aussi une fois. C'est un grand monsieur. Je sais qu'il me regarde avec ma mère. Je lui dis Albeta Oulfi Amrak et je te souhaite toute la santé du monde. Merci. À tous les papas et à tous les mamans de tout le monde. Faites leur anniversaire, c'est pas tous les jours. En tout cas, bon anniversaire à Monsieur Nebej qui nous suit et nous regarde. Inch'Allah, longue vie. Et puis, merci à vous, donc Amir. On vous suivra juste après donc l'émission de Rahim Abdelaziz, Vestiges et Patrimoine. Vestiges et Patrimoine, une spéciale zone humide, n'oubliez pas. Parce que nous nous apprêtons à célébrer. Des échappées belles avec Rahim. Voilà, nous nous apprêtons à célébrer la journée mondiale des zones humides. Ça sera le 2 février. Merci beaucoup, Amir. Merci à vous et merci à l'équipe de Bonjour, à la réalisatrice et à Faiza Ouadi et à Marim Akek. Très bien, merci Amir. Eh bien voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à tous ceux qui regardent Canal Algérie et tous ceux bien sûr qui regardent un petit peu toutes les chaînes, pourquoi pas. Bonne journée à vous tous. On se retrouvera demain 9h, 10h30 avec Mahrez Rabia. Au revoir, à la semaine prochaine.